Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du rattachement du duché de Bretagne à la couronne de France. Il aura fallu 3 mariages et une guerre pour avoir raison des velléités d'indépendance des ducs de Bretagne. En 1532, François Ier vient à Vannes pour acter l'union de la principauté au royaume de France. Mais la Bretagne, devenue province, conserve cependant une large autonomie, notamment dans les domaines fiscaux et législatifs, héritage de sa souveraineté au Moyen Âge. Vous voulez en savoir plus sur l'indépendance de la Bretagne? Venez avec moi. Le Moyen Âge est d'abord un temps d'émancipation politique pour l'Armorique. La province de l'Empire romain passe progressivement sous le contrôle des Bretons qui quittent la Bretagne insulaire sous la pression des Saxons, des Angles, des Jutes, des Pictes et des Scots. Cette immigration commence à la fin du IVe siècle et dure jusqu'à la fin du VIe siècle inclus. Les Bretons constituent de petits royaumes communautaires qui résistent à l'avancée des Francs. Le premier véritable royaume de Bretagne atteint son expansion territoriale maximale sous le règne d'Eris Péoé, fils de Nominoé, ayant arraché l'indépendance au royaume de Francie occidentale. Le territoire s'étend brièvement sur le Cotentin, l'Avranchin ainsi qu'une partie du Maine. Le IXe siècle est cependant une période de rétractation territoriale sous la poussée des Vikings. Le royaume se désintègre et perd nettement en autonomie politique. L'invasion scandinave marque une première rupture dans l'histoire de la Bretagne médiévale en ouvrant l'ère des ducs 936-1491, qui voit alterner des phases d'effacement politique, de mise en tutelle et de montée en puissance des forces indépendantistes. Après leur victoire dans la guerre de succession de Bretagne, les ducs de la maison de Montfort vont travailler à asseoir leur indépendance, jouant habilement pendant plusieurs décennies des rivalités entre la France et l'Angleterre. Avec la fin de la guerre de Cent Ans dans la seconde moitié du XVe siècle, la donne géostratégique évolue en Europe de l'Ouest. Les rois de France vont tenter d'annexer les puissantes principautés qui se sont développées à leurs frontières. Louis XI parvient ainsi à vaincre la puissante maison de Bourgogne de Charles le Téméraire et à s'emparer de la Provence. Son successeur, Charles VIII, tourne son regard en direction de la Bretagne. Gouvernée par le duc François II, la Bretagne de la fin du XVe siècle est une riche principauté. Elle s'est progressivement dotée d'institutions et d'administrations centralisées. Le duc de Bretagne gouverne avec une chancellerie, administration centrale, une chambre des comptes, finances, et les États de Bretagne qui délibèrent sur la question fiscale. Le duc entretient également une petite armée équipée d'une artillerie, même si ses forces militaires reposent largement sur ce que peuvent lui apporter ses vassaux. Vouée au commerce, la flotte bretonne peut être aussi rapidement reconvertie en une très efficace force militaire. Depuis le XIIIe siècle, les ducs ont enfin encouragé la construction de forteresses le long de la frontière orientale de la Bretagne. Ces châteaux des Marches de Bretagne offrent une certaine protection aux villes de Saint-Malo, Rennes et Nantes. Surtout, le duc peut s'appuyer sur des élites intellectuelles et politiques qui contribuent à l'émergence d'une idéologie indépendantiste. Les ducs de Bretagne justifient ainsi leur volonté de souveraineté par le long passé indépendant de la Bretagne, notamment sous ses rois du Haut Moyen Âge. Néanmoins, travaillés par les émissaires du roi de France, plusieurs hauts aristocrates bretons vont s'opposer à la politique d'indépendance de François II, et plus particulièrement le conseiller du duc de Bretagne. Son arrestation puis son exécution en 1485 ont certainement pesé très lourd sur les événements qui vont suivre, pour aboutir finalement à la perte de l'indépendance bretonne. Fils de riches commerçants de Vitré, Pierre Landais connaît une ascension sociale fulgurante. De valet de la cour ducale, il se hisse comme trésorier et receveur général de Bretagne, et se montre très actif sur le territoire, créant notamment l'université de Nantes. Il se révèle aussi fin stratège, déjouant les manœuvres du roi de France dans de nombreuses tentatives ayant pour but de s'accaparer la Bretagne. Il fait également renforcer le réseau des fortifications bretonnes, soutient les révoltes des féodaux contre le roi et passe des alliances avec la Savoie, Milan ou l'Écosse. Pierre Landais s'évertue en effet à protéger François II des ambitions de quelques grandes familles bretonnes qui se sont ralliées au roi de France. Mais le 25 juin 1485, ses ennemis parviennent à leur fin. Il est arrêté, jugé pour de supposés détournements de fonds. Il est pendu le 19 juillet sans que François II puisse intervenir. En France, Louis XI est mort depuis 2 ans. Son fils Charles VIII n'a que 15 ans. C'est sa fille aînée Anne de Beaujeu qui assure la régence du royaume.
Elle poursuit la politique d'expansion territoriale de son père et achète à prix fort le soutien de quelques-uns des plus puissants nobles bretons, comme les Rohan ou les Laval, qui se déclarent favorables à un rattachement à la France. En 1487, une soixantaine de nobles font appel au roi de France pour chasser les conseillers du duc de Bretagne. Au mois de mai, l'armée française entre en Bretagne et s'empare de Châteaubriand, Vitré, Nice et Clisson. Le 5 juin, Vannes capitule, mais Nantes oppose une résistance acharnée. À l'ouest, les milices bourgeoises de Guingamp empêchent les troupes de vicomte de Rohan, alliés au roi de France, de prendre la ville et de faire tomber la Basse-Bretagne. Le 3 août, les troupes royales sont contraintes de se retirer devant Nantes. L'hiver est mis à contribution pour renforcer les garnisons bretonnes, tandis que le chef de l'armée bretonne, le maréchal de Rieux, passe à l'ennemi, puis revient fidèle au duc de Bretagne. Il reconquiert quelques places fortes sur les Rohan. Au printemps 1488, une nouvelle armée royale entre en Bretagne, commandée par un excellent tacticien, Louis II de la Trémoille. Il décide de contrôler les marches avant de pénétrer plus en avant dans la péninsule. D'importantes places fortes comme Fougères capitulent face à la puissance de l'artillerie française. Le roi d'Angleterre, Henri VII, autrefois accueilli en exil par le duc, est sollicité. Il n'envoie pas officiellement de troupes, mais plusieurs nobles anglais passent la Manche avec des soldats pour combattre pour François II. L'armée ducale se rassemble autour de Rennes. Le 28 juillet, elle est battue à Saint-Aubin du Cormier. Louis II de la Trémoille vient d'assiéger Rennes, qui refuse de lui ouvrir ses portes, au contraire de Dinan et Saint-Malo. Découragé, François II renonce à résister et négocie. Le traité du Verger est signé, le duché conserve son indépendance, mais passe sous tutelle royale. Les filles du duc ne pourront se marier sans accord du souverain français. En septembre 1488, François II meurt, laissant son duché à une enfant de 12 ans, Anne de Bretagne. Malgré son jeune âge, elle est déjà formée aux subtilités de la politique internationale. Elle prend aussitôt son destin en main et refuse d'être mariée au maréchal de Rieux. Réfugiée dans Rennes, elle se fait couronner duchesse dans la cathédrale. Elle défie le roi de France en se mariant par procuration avec Maximilien de Habsbourg. Mais ce dernier ne lui apporte pas l'appui militaire escompté. En avril 1491, après plusieurs mois de siège, Rennes capitule. Anne de Bretagne doit se soumettre et accepte d'épouser Charles VIII. Mais ce dernier meurt accidentellement au château d'Amboise en 1498, après s'être cogné la tête sur le linteau de la porte, laissant aucun héritier vivant. Anne de Bretagne reprend alors son indépendance, rétablit les institutions bretonnes et parcourt triomphalement son duché. Mais selon le traité de 1491, elle se voit obligée de se remarier l'année suivante avec le nouveau roi de France, Louis XII. Une réelle histoire d'amour semble avoir lié les deux souverains. Louis XII ayant d'ailleurs combattu aux côtés des Bretons lors de la bataille de Saint-Aubin du Cormier, quand il était encore simple duc d'Orléans. Le contrat de mariage est bien plus favorable aux Bretons et garantit de nombreux droits au duché. Anne de Bretagne meurt en 1514, laissant à sa fille les soins de gouverner le duché. Ce dernier ne sera uni à la France que par l'édit de 1532 que François Ier vient de signer en Bretagne, patrie de sa femme Claude. Comme on l'a vu, le mariage conclu en 1491 avec le roi de France Charles VIII préservait les droits d'Anne de Bretagne sur son duché. Le traité, ratifié 40 ans plus tard par le vainqueur de Marignan, François Ier, met fin à cette égalité en transformant l'ancien royaume puis duché en simple province française, malgré le maintien des privilèges. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.